sa vie et dans ses romans. Vous l'avez peut-être connu, il s'agit d'Éloi Audouin-Rousseau. Bonjour Éloi. Bonjour Sophie. Alors votre deuxième livre, je disais, donc Au-delà des linceuls, vient de sortir le 17 août chez Phébus, comme votre premier roman d'ailleurs. Exactement. Ouvre ton aile au vent, qui était sorti il y a 2 ans. Petit retour en arrière, sans que vous nous racontiez toute votre histoire, mais comment êtes-vous venu à l'écriture de votre premier roman et quelle a été sa réception auprès des critiques et du public ? Alors, mon premier roman, Ouvre ton aile au vent, donc je l'ai écrit en grande partie pendant la première phase de la pandémie mondiale. Donc voilà, ça remonte un petit peu à loin maintenant, et puis c'est une période qu'on a un peu tous un petit peu gommé de notre mémoire et un peu oublié. Ah oui, vous croyez, ouais. Je crois qu'on a mis une sorte de sparadrap dessus un peu pour oublier cette période. Enfin, j'ai remarqué en fait quand j'en parle autour de moi, je remarque que les gens se disent mais c'est marrant, je me souviens plus trop en fait de cette période. Et c'est vrai que là l'autre jour j'ai sorti un vieux masque de ma poche de mon manteau et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce machin. Et donc voilà, j'ai écrit ce premier roman dans ce contexte. Mais en fait, ce premier roman, Ouvre ton aile au vent, est un peu la partie émergée de l'iceberg d'un monde intérieur qui vit en moi depuis bientôt 12 ans, depuis l'âge où j'ai vraiment commencé à écrire, ou en tout cas commencer à tenter de me mettre à écrire, on va dire. Alors c'est quel âge ? Parce que c'est pas pour savoir votre âge, mais c'est pour... Alors, c'est à peu près à 20 ans. C'est à peu près à 20 ans où j'ai finalement été visité par des personnages et où un univers s'est peu à peu construit en moi et qui est l'univers d'Au-delà des linceuls de mon second roman, qui est un univers finalement très proche de mon premier roman, sauf que là on est plus dans un univers romanesque avec donc des personnages qui existaient plus ou moins déjà il y a 12 à 13 ans quand j'ai commencé à écrire. Il y a très peu de choses qui sont restées, mais il y a le nom de quelques personnages, il y a le nom d'un cheval et il y a cette idée de linceul que l'on retrouve dans le titre et dont je vais peut-être vous parler. On va en parler après, oui. Donc en fait, là, c'est des choses plus anciennes qui sont revenues dans le deuxième roman. Exactement, ouais. C'est exactement. C'est finalement, j'ai toujours pensé que ce livre ne serait jamais écrit. Et lorsque j'ai publié mon premier livre, Ouvre ton aile au vent, je me suis dit, il fallait que je trouve le courage d'aller finalement chercher ce livre qui était en moi depuis longtemps, qui vivait en moi, et il m'a fallu du courage pour me remonter les manches et puis pour y aller, quoi. Ah oui, donc vous êtes passé par un premier roman qui était plus une fable. Exactement, la partie émergée de l'iceberg, une sorte de petits morceaux de cet univers, de petites présentations un peu fugaces de cet univers. Et là, c'est un test alors. Un peu un test, si on peut dire. Alors comment il a été très bien reçu, hein. Il avait même été sélectionné pour le prix du premier roman. Oui, il a été sélectionné pour le prix du premier roman, pour le prix du Cotentin. Il a été sélectionné à plusieurs prix. Il n'en a reçu aucun, mais ce n'est pas grave parce que finalement un livre vit sa vie. Disons qu'il s'est défendu. Parmi tous les autres livres si nombreux qui sont publiés en France chaque année. Surtout là, c'est vrai qu'après le confinement et le Covid, il y a eu encore plus de livres, je crois. Il y a eu beaucoup de livres. Là, cette année, c'est une rentrée littéraire un peu plus modeste, il faut savoir c'est un milieu qui ne se porte pas très bien, et donc les éditeurs ont un peu compris le message et ont tendance à, ils sont un peu plus prudents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que le métier du livre est plus que jamais menacé, mais de toute façon, le métier du livre a toujours été un métier compliqué depuis toujours, je pense. Alors, question bateau, vous avez déjà un petit peu évoqué des choses, mais est-ce que c'est vraiment difficile d'écrire un deuxième roman ? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'il y a toujours cette ombre du deuxième roman qui plane au-dessus de chaque primo-romancier, cette menace, cette épée de Damoclès, un petit peu comme si le deuxième roman était impossible à écrire. C'est marrant parce que tout le monde m'a dit ça, tout le monde m'a dit qu'il était très difficile, et j'ai envie de vous répondre oui et non, quoi. C'est-à-dire que finalement, c'est comme d'écrire un livre, n'importe quel autre livre, que ce soit le deuxième, le troisième, le quatrième, le premier, ça change pas grand-chose. Surtout qu'en plus, généralement, le premier roman n'est jamais vraiment le premier roman, puisque avant le premier roman, il y a des cadavres dans les tiroirs. Vous disiez, lors de la rencontre croisée avec Marie Vintra, vous disiez exactement. qu'il y en avait toujours un petit peu dans les tiroirs. Exactement, c'est l'expression de cadavre entre guillemets, et ça vient de Marie Vintras, qui elle aussi avait ce tiroir avec un cimetière de manuscrits qui, pour le coup, eux, ne sont pas voués à être publiés, ne sont que des essais, ce qui est très différent de ce roman-là dont je parle aujourd'hui, puisque là, c'est pas un manuscrit
que j'ai tenté d'écrire et réécrire. C'est plutôt un livre que j'avais envie d'écrire et que j'avais en moi depuis longtemps. Donc oui, le deuxième roman, finalement, au fur et à mesure de l'écriture, on se rend compte que finalement il y a une difficulté. Et déjà, c'est parce qu'on sort de l'écriture d'un livre, et à ce moment-là, on a l'impression que le muscle est bien là, dynamique, et qu'on a la capacité à ce moment-là de travailler et de faire quelque chose. Et on a tout quelque chose de très clair dans sa tête, on a beaucoup d'ambition. Et puis une fois qu'on s'y met, on s'enfonce peu à peu dans le marécage. Et après, on se dit, mince, je suis trop loin de la rive pour revenir en arrière, mais je suis encore loin d'arriver. Dans quoi je me suis embarqué? Mais peut-être que vous avez, comme vous dites, vous aviez quand même ouvert quelque chose. Vous avez libéré avec le premier roman, finalement. Oui, j'ai complètement ouvert les vannes et finalement ouvert vos ailes, aller au-delà des linceuls. Pour aller au-delà des linceuls. Et j'utilise la métaphore de marécage et de fleuve ici parce que ce sont des images qui sont présentes dans mon livre. Et petit à petit, en fait, il s'agit de trouver le bon courant. Et l'écriture, c'est ça. Hein, c'est souvent des moments où on est bloqué dans l'écriture et en fait, il faut accepter le fait d'être bloqué et puis se laisser un peu porter jusqu'à ce que l'eau nous amène ailleurs et nous fasse bifurquer. Et donc ça, c'est la beauté de l'écriture, c'est qu'on peut avoir une idée en tête au début du livre et finalement on est amené à un autre endroit qui était imprévu. Ah, donc c'est bien, vous avez répondu à une question aussi qu'on peut se poser, c'est comme la méthode, donc en fait un plan, une trame, mais en fait beaucoup de choses imprévues. C'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il y a un plan, une trame, je pense que c'est nécessaire vraiment d'avoir quelque chose, mais c'est un plan, une trame qui sont très fragiles et de manière volontaire. Ils doivent être fragiles, ils doivent pouvoir être submergés à tout moment par quelque chose d'autre. Il doit y avoir des moments où voilà des bifurcations, comme vous dites. Il faut qu'à tout moment on soit surpris par notre écriture et que nos personnages nous amènent à un endroit où on n'avait pas prévu de les emmener. Il faut que nos personnages finalement deviennent un peu maîtres de notre destin, alors qu'on a l'impression qu'on est souvent, nous, les maîtres du destin de nos personnages, mais en fait, ce n'est pas toujours ça. Alors, partons du titre, ça pourra permettre d'avoir une petite idée aussi de votre roman. Au-delà des linceuls. Alors, le titre est plus sombre que le premier, où vous retournez à l'auvent, mais il y a le au-delà qui ouvre un espoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre récit à partir du titre ? Oui, en effet, vous avez raison. Il y a une dualité dans ce titre. Et il y a une idée quand même d'ouverture. Les linceuls, d'ailleurs, je peux en parler ici pour vous essayer de vous parler un petit peu de l'intrigue du livre. On est dans un univers qui est très dégradé politiquement, aussi d'un point de vue environnemental. Et on est donc dans cet univers très décadent, avec un régime autoritaire déliquescent, qui, du coup, pour protéger sa population, dresse chaque matin des longs drapés que l'on appelle des linceuls et qu'ils enlèvent au soir et qui protègent, qui sont censés protéger la population à la fois d'un soleil trop fort lors de la saison chaude, de pluies trop diluviennes lors de la saison des pluies, de vents trop violents lors de la saison des vents, etc., etc. Mais les linceuls sont aussi finalement une image une métaphore d'un étouffement, d'un contrôle, et c'est une société où règne la délation, la suspicion, une société où règne une forme de paranoïa presque généralisée, où même les superstitions sont partout, les suspicions aussi, comme je le disais. Il y a presque un côté, alors on est plutôt dans un univers, c'est un futur vague, mais qui nous rappelle notre passé, c'est quelque chose que j'explorais déjà dans mon premier livre. Dans mon premier livre, il y avait un univers un peu du charivari, du carnaval un peu médiéval. Ouais. Ici, on est plus dans un univers 19e siècle, même si là, comme je vous parlais, toutes ces superstitions là, on est quand même on n'est pas loin d'être aussi dans des temps plus archaïques. Et donc voilà, je mélange les époques. Et donc dans ce mélange d'époques, on suit le destin donc d'un jeune homme, Félix, qui est tout juste diplômé d'une soi-disant grande école de ce régime déliquescent, et son destin bascule le jour où il apprend la vérité sur son identité, et bascule avec lui le destin de son ami Edgar, qui va le suivre dans une quête qui prend peu à peu les formes d'une fuite, d'une échappée belle, et donc d'où ce titre, Au-delà des linceuls, partir loin de ces linceuls qui étouffent les villes, partir loin de leur pays, et dans cette quête, dans cette fuite, ces deux héros vont être bien obligés de se révéler à eux-mêmes. C'est aussi un livre d'aventure et un livre de voyage.
Un roman d'apprentissage un peu. Oui, aussi, un roman d'initiation. Il y a l'idée d'un livre un peu nomade, d'un livre qui voyage au fil de l'eau. Et d'ailleurs, les fleuves ont leur importance dans ce livre, comme je vous le disais. Et même sur la couverture, on retrouve pas mal de ces éléments. Voilà, alors justement, c'est bien, vous faites les transitions vous-même, parce que je voulais qu'on parle un petit peu avant d'aborder, oui, aussi les thèmes et le genre, qu'on parle un peu de la couverture. Et je trouve que c'est important les couvertures parce que c'est un peu la vitrine du roman, ça peut donner des pistes aussi et envie de le lire. Alors celui-ci, je le trouve très très proche du premier roman Ouvre ton aile parce qu'on retrouve l'esprit surréaliste de Magritte. Mm-hmm. Vous m'avez dit que c'était pas le même dessinateur? C'est pas le même dessinateur, mais en effet, il y a une continuité avec la première couverture. Il y a donc ce petit avatar. Ici, il a un chapeau de forme. Dans la couverture précédente, il avait un chapeau melon. Et donc, il y a toujours ce petit avatar. Alors, qu'est-ce que c'est que cet avatar? Je ne sais pas exactement. Il peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, il est dans une sorte de montgolfière nuage et il regarde avec une longue vue. Et donc, je vois là une forme de petit clin d'œil à la fois au 19e siècle, à Jules Verne, les voyages extraordinaires, donc du coup l'imaginaire, puisque c'est un travail d'imaginaire que je propose ici. Et puis j'y vois aussi, comme vous le dites, une référence donc à Magritte ou plus généralement au surréalisme, à l'onirisme. Et l'onirisme a une place importante dans mon travail, le surréalisme aussi, puisque mon grand-père a participé à l'aventure surréaliste. Et donc j'ai baigné moi-même dans ce genre d'univers. Je ne l'ai pas connu, mais je l'ai connu ce grand-père à travers les romans qu'il a laissés dans sa bibliothèque, de ses nombreux tableaux. Et donc voilà, il y a aussi l'idée donc ici d'un ciel un peu nuageux, un peu gris, bleu, un peu ouaté, qui correspond un peu à l'atmosphère du livre. Et puis voilà, l'onirisme est important pour moi, puisque dans mon livre, on retrouve toujours cette impression de mauvais rêve un petit peu. Alors ça, c'est une de mes grandes sources d'inspiration, c'est Kafka. Donc il y a l'idée du mauvais rêve kafkaïen avec la poésie de l'étrange, de l'absurdité, de l'inquiétant aussi qu'on retrouve chez Dino Buzzati, qui est une de mes nombreuses sources d'inspiration et un écrivain que j'admire beaucoup. Et avec Kundera aussi, on peut en parler parce que on avait fait une émission ensemble et on a pensé fort à vous. D'ailleurs, tout le monde vous adressait des condoléances, je crois. Ah oui, c'était amusant et touchant. C'est-à-dire que quand Kundera est mort, j'ai reçu pas mal les gens disaient je suis presque dérangé de présenter des condoléances, mais voilà, ils ont pensé à moi et en fait ils savaient à quel point ce romancier, c'est comme ça qu'ils voulaient qu'on l'appelle, était important pour moi. Je dirais qu'il m'a peut-être guidé, qu'il m'a montré le chemin, qu'il m'a permis d'entrer en écriture. Il m'a donné le courage de le suivre de l'autre côté de ce rideau, c'est ainsi qu'il l'appelle, ce rideau qui a été déchiré pour la première fois selon lui par Don Quichotte et donc par Cervantes, et c'était le rideau qui jusque-là recouvrait la réalité de notre monde et qui incarnait toutes nos illusions. Donc rideau, linceul, il y a un lien. Il y a un lien, et justement, passer de l'autre côté du rideau pour Kundera, ça implique l'exploration d'un espace de liberté imaginaire qui bientôt viendra s'incorporer au réel. Et c'est pour ça que la fiction, pour moi, l'imaginaire est importante et intéressante. C'est-à-dire que la fiction, c'est un moyen de s'arracher au réel pour mieux y revenir, je dirais même pour mieux l'affronter. Et c'est pour ça que pour moi, pour beaucoup de romanciers, beaucoup d'auteurs de fiction, la fiction peut dire beaucoup plus d'une époque, ou peut être beaucoup plus aussi, dire beaucoup plus de notre société ou des temps à venir que n'importe quel essai philosophique ou autre. Ah oui, ça c'est tout à fait, ouais. C'est ce que dit Solzhenitsyn aussi, j'aime beaucoup son discours. Hein. Alors, il y a des familles littéraires, là vous parlez un peu de votre famille littéraire. Mais pour revenir, donc vous avez parlé de votre grand-père surréaliste. En fait, vous avez une patte familiale. Vous êtes au croisement. Il y a le surréalisme, la poésie, la littérature.
La littérature aussi par votre tante Fred Vargas, qui est aussi une scientifique, donc il y a quand même la science qui est importante chez vous aussi, et l'histoire. Vous êtes historien aussi, enfin vous êtes... Alors historien, non, je le suis je suis un vulgarisateur, on va dire. Je suis un amateur d'histoire, mais en même temps, c'est vrai que je travaille, beaucoup sur ces questions. Mon père est donc historien. Et avec un père historien spécialiste de la Grande Guerre. Oui, c'est de la Grande Guerre et des violences de guerre. Donc voilà, j'ai été nourri, biberonné par tout cet univers familial. Ma tante aussi, vous évoquez. Une autre tante aussi qui est artiste. Qui est artiste peintre. Et donc aussi donc le travail de ma tante qui est romancière, elle a tout quelque chose qui est autour du monde sauvage, des animaux qui moi m'inspirent aussi énormément. En fait, tout ça, ça vient en effet, comme vous le disiez, de mon grand-père, qui est un petit peu le premier de la famille à avoir pris la plume ou même à avoir épousé, on va dire, la création. Et donc, ce grand-père-là, je ne l'ai pas connu comme je vous le disais, mais je l'ai connu à travers ses livres. Et les livres d'un surréaliste, je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez particulier. Et les livres vivent et les livres nous parlent. Et donc, il y a beaucoup de présence dans les livres. Il y a aussi la présence de celui qui les lisait auparavant, c'est-à-dire mon grand-père. Et il avait apparemment une aura quand même très, 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 très forte, puisqu'il a su léguer à ses enfants quand même donc sa passion du dessin à l'une de ses filles, sa passion de l'écriture à une autre de ses filles, et sa passion de l'histoire à son fils. Et donc voilà, j'ai été en quelque sorte, moi, initié par tous ces gens, par tous ces êtres. Et il a aussi fallu que je trouve ma place, que je trouve ma voie. C'est aussi une difficulté d'arriver à trouver sa place. Exactement. Mais moi, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions là-dessus, comme est-ce que c'est un poids? Je le vois pas du tout comme un poids, je le vois comme quelque chose de plutôt positif. Donc tant mieux. Et voilà, mais il a fallu tout simplement que je trouve ma voie VO dans les deux sens du terme, quoi, avec un E et avec un X. Et donc ma voie, c'est l'écriture de l'imaginaire, tout simplement. Donc ma tante, c'est les romans noirs, mon père, c'est l'histoire. Puis moi, je suis allé chercher un peu ailleurs, tout en gardant des leçons que ces gens-là m'ont apportées. Et voilà, il y a toute une recherche autour aussi de l'histoire et de la géographie et de l'art de raconter une histoire aussi, que ma tante a pu peut-être, j'espère, un peu m'insuffler. Oui, vous disiez que l'été, dans le Sud-Manche, là, vous passiez vos vacances, vous la voyez écrire, hein, c'est ça? Oui, c'est là que ça a commencé, c'est-à-dire qu'elle m'a refilé peut-être ce petit virus. C'était que, voilà, on prenait une petite location pas loin d'ici, dans le casino de Joulouville face à la mer, et ma grand-mère, elle fumait des cigarettes toute la journée, pendant que ma tante écrivait sur un petit coin de table. Elle passait ses journées entières à écrire ses romans qui allaient sortir l'année suivante. À l'époque, elle avait un rythme, une autrice prolixe. Là, elle a sorti un nouveau. Voilà, on est exactement. Content, là, ça y est. Et un nouveau Adamsberg. Et donc là, je la voyais et j'avais l'impression qu'elle jouait, qu'elle s'amusait. Et je me disais, c'est intéressant ce machin. Alors, votre premier roman de 2021 donc, s'appuyait, vous l'avez dit, sur le thème de la pandémie, forcément, mais il y avait aussi la violence, la nature. Alors ça, d'après ce que vous dites, on retrouve ces thèmes-là dans votre livre, deuxième livre. Ouais. Et quels sont les thèmes, sinon les autres thèmes que vous avez voulu traiter particulièrement Eh ben, il y a tout un cadre. Il y a tout un cadre qui est, comme je vous le disais, oui, il y a tout ce que vous dites. Voilà, une forme de dégradation politique, une dégradation environnementale et une société négative qui peut en découler. Mais là-dedans, dans ce cadre-là, c'est aussi tout simplement, j'ai envie de dire, une histoire d'amitié, puisque finalement le cadre d'un roman n'est jamais seulement, doit servir l'histoire finalement. Et donc l'histoire, c'est ça, c'est une histoire d'amitié, une histoire d'échappée belle. Oui, surtout que là ils sont deux. Il y avait aussi une fuite dans votre premier roman, mais il était tout seul, enfin avec le canard. Exactement. Et donc là, c'est une fuite à deux. Et donc dans ce monde qui leur est hostile, dans ce monde qui les harcèle, dans ce monde qui ne fait pas rêver, eh bien quand même, il y a des moments comme ça, des rencontres avec des êtres qui toujours sont un peu à la marge, qui sont un peu à l'écart. On retrouve toujours ce thème-là. Dans Ouvre ton aile au vent, il y avait déjà cette idée. Et donc, ce sont finalement ces figures d'espoir qui finalement donnent espoir aussi en le maintien d'une fraternité, d'une quête de liberté, d'une quête de sens.
Et voilà, il y a un mot qui m'intéresse, moi, ici, et dont je voudrais parler, c'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de Cervantes et de Don Quichotte. Cervantes, lui, s'est servi donc un petit peu des codes du roman picaresque. Et le roman picaresque, c'est un petit peu, alors voilà, c'est des styles très lointains, et c'est des styles romanesques qui sont très anciens, mais le roman picaresque s'est construit à contre-courant du roman de la chevalerie. Donc le roman de la chevalerie, c'était un personnage principal avec un héros à proprement parler, un chevalier, et le roman picaresque, finalement, décrit l'envers du décor. Une sorte d'anti-héros. D'anti-héros, et il décrit aussi l'univers terne tel qu'il est vraiment réellement, et les auberges, les saltimbanques, les laissés pour compte, les brigands, la laideur de la vraie vie, ou alors ses beautés un peu plus simples. Et donc, en tout cas, c'est une contestation de l'ordre établi par le héros qui est un peu marginal, avec des personnages secondaires qui sont marginaux. Et ça, c'est que depuis mon tout premier travail, Belleville au cœur, qui était une enquête auprès des sans-abri de Belleville, je suis complètement habité par ces personnages marginaux qui sont finalement très libres et qui sont très romanesques aussi parfois. Et donc, par mes deux personnages, mes deux héros, Félix et Edgar, il y a finalement une confrontation entre les deux genres de romans que sont le roman de chevalerie et le roman picaresque. Mais bon, ça, j'y fais vaguement écho ici dans cette interview. Évidemment, ce ne sont pas des sources d'inspiration, mais ça m'a amusé de voir qu'il y avait cette confrontation entre ces deux genres. Voilà. Alors, autre source d'inspiration, je pense que c'est les dystopies, la science-fiction. Enfin, vous êtes c'est une étrange science-fiction parce qu'avec un retour sur le passé, donc oui, vous parlez plutôt de dystopie, je crois. Oui, c'est ça. J'assume complètement le terme de dystopie, même si mes sources d'inspiration ne viennent pas forcément de la dystopie, mais plutôt, comme vous le disiez, du roman, mais même voilà, de la poésie. Donc, c'est aussi et surtout un livre d'amitié, un livre de voyage onirique, poétique, romanesque. Et donc, le cadre dystopique est bien entendu une manière pour moi de déployer mon imaginaire, de proposer vraiment un monde presque parallèle, mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un futur vague qui nous rappelle étrangement notre passé, et donc c'est un futur un peu passéiste qui fait écho parfois au 19e siècle, parfois même à des temps encore plus anciens. Donc on peut pas vraiment parler de science-fiction, puisque même j'ai gommé la technologie et que mes héros sont plutôt à cheval, qu'ils sont éclairés par des éclairages plutôt anciens, début de 20e ou fin 19e, lampes à huile et becs de gaz. Et donc, c'est plutôt cette lumière-là que je tends à capter, qui est plutôt une lumière un peu surannée. Et finalement, ce flou, c'est un flou temporel. Ouais. Et ce flou temporel, qui est le flou du monde du roman, comme le dirait Milan Kundera, eh bien, qu'est-ce qu'il sert tout simplement à décrire notre présent, à décrire le désordre du monde et à capter nos angoisses contemporaines. Et nos angoisses contemporaines, je pense qu'on va peut-être en reparler, elles sont là dans le livre, et notamment la dégradation politique, environnementale, le repli nationaliste, l'expansion impérialiste, l'obscurantisme et l'intolérance. Bah écoutez, vous faites vraiment les transitions, parce que j'allais vous demander si vous étiez éco-anxieux, mais vous le dites un petit peu. Et est-ce que c'est pour vous une façon de vous soigner, ou alors d'alerter, de faire réfléchir, tout en nous entraînant évidemment dans une fiction Ben voilà, en fait, comme je le disais tout à l'heure, la fiction, c'est s'arracher au réel pour mieux y revenir. Donc, je ne sais pas si je suis éco-anxieux, mais je sais que l'époque est éco-anxieuse. Donc, à partir du moment où l'époque est éco-anxieuse, moi, je veux absorber l'angoisse de l'époque. Et donc, voilà, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue plus politique, je parlais tout à l'heure de l'expansion impérialiste, du repli nationaliste. J'ai été rattrapé lors de l'écriture de mon premier roman par la pandémie. Là, ici, j'ai été rattrapé par le retour de la guerre en Europe, cet événement tragique, et aussi tragique et bouleversant qu'absurde. Et je parlais aussi donc de cette poésie de l'absurde, qui me parle autant chez Kafka que chez Buzzati. D'ailleurs, voilà, chez Buzzati et chez Julien Gracq, il y a deux romans qui sont sortis en même temps, et on a accusé Julien Gracq d'avoir plagié Dino Buzzati, mais c'est un hasard total. Buzzati a écrit le désert des Tartares, et Julien Gracq a écrit Le rivage des Sirtes, et ce sont deux travaux et deux créations d'un monde imaginaire total pour évoquer une époque d'attente, d'angoisse, qui est celle des années 30, de la catastrophe qui vient, qui est à venir, qui est imminente, mais qui n'a pas pris vraiment encore de forme.
Et donc c'est une manière merveilleuse de traiter cette peur par l'imaginaire. Et voilà, je me permets de les invoquer parce que ce sont des auteurs qui m'ont beaucoup aidé et que j'ai lu en plus pendant cette période. Et donc voilà, il y a à la fois la littérature passée et puis l'actualité présente qui viennent nourrir un livre en construction. Donc c'est presque une façon de lutter un petit peu, mais bon, c'est pas un livre engagé, mais c'est un livre qui permet peut-être de prendre conscience, et en prenant conscience peut-être de calmer les peurs, parce que les peurs c'est souvent irrationnel et on ne sait pas. Alors que là, ça permet de mettre des mots peut-être, et il y a quand même un espoir. Donc, bien sûr, et c'est le but de tout art, de toute création, c'est peut-être de figer dans le marbre quelque chose qui nous fait peur, que l'on n'ose pas dire, et que l'on dit, que l'on fige, et que ainsi on peut déjà sortir de soi-même, et puis les autres aussi peuvent se projeter là-dedans et sortir aussi cela d'eux-mêmes, et donc du coup c'est une manière, c'est une catharsis finalement. Ouais. Et donc, pour que vos auditeurs, Sophie, puissent comprendre un peu plus cette idée de linceul, je vais vous lire un passage qui est au début de mon livre et qui décrit cette atmosphère un peu étrange, un peu hypnotique et un peu onirique aussi. Les cordeliers finissaient de débarrasser la rue de ces linceuls qui, tendus d'un immeuble à l'autre, filtraient à la seconde saison une partie des rayons meurtriers du soleil, abritaient les passants de l'humidité de la troisième, celle qui venait de s'achever, et du vent de la première saison qui s'annonçait déjà. Demain, de très bonne heure, on déplierait de nouveau, selon les quartiers, les grands draps de lin, de chanvre ou de coton qui ombraient les boulevards et plongeaient la ville dans une atmosphère laiteuse. Au 6e étage, Félix ne bénéficiait pas de leur précieuse protection, d'où la moiteur qui régnait dans sa chambre. Au moins pouvait-il profiter du vent. Il s'annonçait depuis quelques jours, chassant les toutes dernières pluies, et l'on commençait à entendre le bruit d'ailes régulier des moulins du quartier. Les ouvriers se déplaçaient, une corde dans chaque main. Ils ressemblaient à des forains, à des acrobates du ciel, dressant un cirque colossal en constante représentation. En les admirant ce jour-là, tout entourés de blanc et de gris, Félix crut voir des récolteurs de sel à peine sortis de leurs mines. Chacun de leurs gestes était minutieusement réglé pour éviter la chute. Le dernier linceul de la rue était sur le point d'être remonté. « Tout doux, les gars, tout doux !» cria l'un d'eux sur le toit d'en face. « Ça souffle un peu, tirez à droite, à droite !» Le voile glissa lentement le long du cordage, et la rue se gorgea de la lumière du soir, une lumière douceâtre, dont les rayons ocre et mauve nappaient le ciel. Un peu d'air caressa son visage. Félix contempla les toitures de la ville, scintillantes de reflets cuivrés. Alors, votre roman démarre à Paris, comme le premier où retournait au vent. On a bien compris qu'après, il y a un départ, un voyage. Est-ce que vous continuez à garder le lien avec l'Ouest, ou plutôt vous partez plutôt vers le Sud ? J'ai tendance à vouloir un petit peu changer de direction, parce que quand on écrit, vous me demandiez si c'est difficile d'écrire un second roman. Ce qui est surtout difficile, c'est déjà d'être seul à sa table de travail. Alors, je l'ai écrit à l'Ouest, je l'ai écrit en Normandie, ce livre, dans sa majorité, même si j'ai été nomade moi-même avec ce livre nomade et que le manuscrit m'a un peu suivi avec moi. Mais il faut se renouveler, en effet, et puis il faut voyager à d'autres endroits. Si je retournais en permanence aux mêmes endroits, je m'ennuierais. Déjà que le travail d'écriture, par moment, peut être un petit peu ennuyeux. Non, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, on est quand même souvent seul et dans une pièce. Donc, autant essayer d'aller vers de nouveaux endroits. Et donc, oui, comme souvent, je pars de Paris, puisque c'est à l'image de ma propre vie. Je pars de Paris quand je m'échappe. Et donc, voilà, en partant de Paris, cette fois, j'ai pris d'autres directions. Je ne pouvais pas trop en dire, mais en tout cas, il y a une rivière aussi sur la couverture, il y a un fleuve sur la couverture du livre. Et bien voilà, on va dire que je suis monté sur une barque sur la Seine et j'ai suivi le cours. Et le livre nous emmène quelque part, évidemment. Alors, parlons maintenant, puisque l'heure tourne, on pourrait parler longtemps parce que c'est passionnant, mais ce qu'il faut surtout, c'est lire et découvrir, se faire son propre monde avec votre livre. Mais vous venez dans l'Ouest, dans le Sud-Manche, à la rencontre de vos lecteurs, au mois d'octobre, à début octobre. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner vos dates et vos rendez-vous ? Alors oui, merci beaucoup de le rappeler. Donc le vendredi 6 octobre à Carole, je serai donc avec Yves Bourget qui m'interviewera pour une rencontre qui est organisée par la mairie.
Et le lendemain, donc le samedi 7 octobre, je serai à la médiathèque d'Avranches à 14h30 pour une dédicace et une rencontre croisée avec l'auteur Éric de Kermel. Et ça, c'est une rencontre qui est organisée par la librairie Mille et une pages, que je remercie, ainsi que vous, Sophie, pour votre soutien à l'Ouest. Alors, comment vous suivre aussi on peut indiquer, vous avez... non, vous n'êtes pas réseaux sociaux. Eh bien, je n'ai pas de réseaux sociaux, donc la meilleure manière de me suivre, c'est sur les rayons et les ondes et sur les rayons des librairies. Voilà, et sur la page de la librairie Mille et une pages. Exactement. Alors, notre entretien se conclut évidemment par un choix musical. Alors, la dernière fois, c'était Gabi. Ouais, c'était Gabi au Gabi d'Alain Bachung. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire écouter, ça va vous plaire, Sophie, les sanglots des orgues de Barbarie. Alors là, je paraphrase Apollinaire pour vous faire écouter un air d'accordéon français sans doute, et qui correspond un peu à l'atmosphère du début de mon livre. Et en fait, la musique des mots d'Apollinaire m'a accompagné depuis le commencement de l'écriture du livre, et la fin de la chanson du Mal-Aimé m'a en quelque sorte propulsé, injecté dans le début de mon propre roman. Je voudrais les dire ici juste avant d'écouter la musique que je vous propose. Juin, ton soleil, ardente lyre, brûle mes doigts endoloris, triste et mélodieux délire, gère à travers mon beau Paris sans avoir le cœur d'y mourir. Les dimanches s'y éternisent, et les orgues de Barbarie sanglotent dans les cours grises. Les fleurs au balcon de Paris penchent comme la tour de Pise. Soir de Paris, ivre du gin, flambant de l'électricité, les tramways, feux verts sur les chines, musique tout au long des portées de rail, leur folie de machine. Les cafés gonflés de fumée crient tout l'amour de leurs tziganes, de tous leurs siphons enrhumés, de leurs garçons vêtus d'un pagne vers toi, toi que j'ai tant aimé, moi qui sais des laits pour les reines, les complaintes de mes années, des hymnes d'esclaves aux murènes, la romance du mal-aimé et des chansons pour des sirènes. Bravo. Et puis on pense au pont Mirabeau, évidemment, aussi. On pense au pont Mirabeau, on pense à la beauté de ce poète qui est le poète de la guerre, le poète de l'errance et le poète de l'émerveillement. Et ce sont trois mots, trois univers qui transparaissent dans mon travail, comme ce poète qui est une sorte de présence amie qui m'a suivi comme une ombre. Et donc, voilà, la musique que je vous propose, c'est un air d'accordéon qui s'appelle Elena. Merci beaucoup Éloi Audouin-Rousseau, et bon vent à ce nouveau livre, bon fleuve tranquille ou pas tranquille. Et donc rendez-vous en octobre dans le Sud-Manche, et puis surtout belle évasion à tous les lecteurs. Merci beaucoup Sophie pour votre accueil, et belle évasion à nous tous.